Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce magazine MAC 52, deuxième numéro. Bonsoir Carole. Bonsoir Gerson. 19 ans et demi, eh bien, c'est l'âge moyen au Togo. Et selon l'OCDE, eh bien, un jeune Togolais sur 5 est sans emploi, mal ou peu scolarisé et sans réelle formation professionnelle. Mais quand même, la jeunesse est une priorité nationale, une préoccupation des autorités togolaises. La preuve, en 2020, près de 15 milliards de francs CFA sont consacrés à des mécanismes et dispositifs pour accompagner les jeunes. Et justement, pour ce deuxième numéro de MAC 52, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes, leurs doutes, leurs difficultés, leurs défis, leurs réussites, mais aussi leur espoir. Et c'est ce que nous allons partager avec vous tout au long de ce magazine MAC 52, Carole. MAC 52, c'est avec des reportages et aussi avec des invités sur le plateau. Ce soir, nous sommes au village du Bénin, dans l'enceinte de l'université de Lomé, avec la présence des jeunes étudiants de l'ISICA, Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts. Et certains prendront tout à l'heure la parole. Puis nous avons avec nous, vous le remarquez déjà dans le décor, d'autres jeunes, des jeunes artistes qui s'exprimeront également à leur manière. Jeunes Togolais, défis, débrouille et réussite, c'est le numéro 2 de MAC 52 et c'est parti. Alors, notre premier invité ce soir, eh bien, nous recevons M. Tchagbele Atoum. Bonsoir, M. Tchagbele. Bonsoir. Vous êtes conseiller du Premier ministre. Vous êtes chargé de l'agriculture, de l'emploi des jeunes et de l'insertion professionnelle. Face à vous, tout à l'heure, des étudiants de ISICA qui sont derrière nous. Ils auront des questions à vous poser. Mais avant cela, quittons Lomé, direction Blita et Kara. Nous sommes justement allés à la rencontre de ces jeunes qui trouvent leur bonheur dans le travail de la terre et qui sont soutenus par des projets du gouvernement. Effectivement, ces jeunes ont bénéficié d'un fonds d'appui du gouvernement. Il s'agit en l'occurrence du FAEJ. FAEJ, c'est le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Jeunesse et agriculture, retour gagnant à la terre. C'est un reportage de Yata Arateb et Dodo Waré. Le quotidien de Mazabalo commence toujours par ce rituel. Servir de la provende à ses volailles. À 32 ans, Mazabalo est entrepreneur agricole. Cette journée, il la passera comme d'habitude au champ. Plus de 17 km à parcourir. Nous sommes à Fonda, dans la préfecture de Sotouboua. Le champ, c'est de l'autre côté de la rive. Il nous faut traverser ce pont indien, comme on dit ici. C'est le pont là que je traverse tout le temps avant d'aller au champ. Mazabalo a choisi de cultiver le soja. En 2018, il n'avait qu'un demi-hectare. Aujourd'hui, l'exploitation s'étend sur 8 hectares. Une des explications, le coup de pouce que Mazabalo a reçu du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAIEJ SP. Grâce à PAIEJ SP, je m'en sors. Je commençais avec demi-hectare, mais avec le projet PAIEJ SP, je n'ai jamais fait moins de 5 hectares. Ce qui est intéressant, c'est que le marché est assuré. Après juste cette récolte, on ne cherche pas à voir à qui il faut vendre, non. Ils viennent jusqu'à chez nous, dans nos concessions, pour payer. Aujourd'hui, je peux m'appeler pas primo-entrepreneur, mais entrepreneur. À 182 km de Fonda, Niamchougou, près de Kara. Nous avons rendez-vous avec Kéziré. Bonjour. Depuis 3 ans, il transforme le fonio biologique. Ok, maman, ça va? Ça va bien. Ça se passe bien? Ici, nous avons le magasin de matières premières.
La céréale est valorisée dans l'usine Body Food créée par Kéziré. Le produit fini est destiné au marché local et international. Le parcours de Kéziré dans l'entrepreneuriat a commencé avec le projet d'appui au secteur agricole, PASA. Avant le PASA, Body Food était à l'étape pratiquement zéro parce que c'est zéro production. Nous n'avions qu'une seule machine. En 2017, on avait raté le certificat. Donc tout le monde était découragé. Donc dès que nous avons été présélectionnés par PASA, ça nous a motivés. Donc PASA nous a appuyés à avoir ce séchoir. Vous voyez le séchoir là, plus le conteneur, plus le cuivre rotatif. En plus, la machine a scellé. Donc, nous avons bénéficié en tout et pour tout d'une subvention de 3 500 000 de PASA. Actuellement, nous avons un client à qui nous avons accordé l'exclusivité aux États-Unis. Bon. En Europe, nous avons la Hollande et récemment la Suisse. Kéziré a quitté son travail en Suisse pour l'entrepreneuriat au Togo. Mazabalo a abandonné l'université pour le champ. Deux entrepreneurs, une activité commune, l'agriculture. Kéziré emploie aujourd'hui plus d'une cinquantaine de jeunes et de femmes. Mazabalo, lui, associe ses amis étudiants à ses activités. Nous, les jeunes étudiants, on l'aide à travailler et on veut vraiment être avec lui demain. Après les études, je ne faisais que glaner et aujourd'hui au moins j'ai un acquis. Et si je prends aussi de ce cas ici, ça permet à nos mamans qui ne sont pas allées à l'école de mettre aussi leur expertise dans la transformation et que ceci en retour puisse les amener à porter quelque chose propre pour leur foyer. Mazabalo n'a pas seulement quitté l'université pour le champ. Il a entamé une nouvelle vie. Il n'est plus en location, par exemple. Il a sa petite maison, construite en 3 ans. Un bonheur qu'il partage avec sa femme. Ça va? Hein? Mazabalo et Kéziré ont des objectifs et toujours plus d'ambition. Kéziré veut conquérir de nouveaux marchés. Mazabalo rêve d'emblaver bien d'autres dizaines d'hectares. Loin de la ville, pour eux, la meilleure façon de trouver un emploi, le créer par eux-mêmes. Tout à l'heure, on parlait du paillage. Au fait, il s'agit plutôt du paillage SP. Le paillage SP, c'est le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Gerson. Oui, alors après Kara, après Blita, après Niam Tougou, retour donc à Lomé avec notre invité, M. Tchagbélé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, ces jeunes qu'on vient de voir tout à l'heure dans ce reportage, sont-ils des modèles, sont-ils des exemples à suivre ou restent-ils des exceptions? Aujourd'hui, dans ce reportage, les 2 jeunes qu'on a présentés, pour nous, c'est des exemples, c'est des modèles. On en a encore des dizaines. Peut-être c'est dans le cadre de l'émission que vous avez trouvé que 2. Mais on en a plus que ça, qui ont fait peut-être plus que cela, peut-être moins, mais qui ont pu bénéficier largement des efforts d'accompagnement du gouvernement. Donc pour nous, ce n'est pas des exceptions, c'est des cas parmi tant d'autres. Voilà. Donc démontrant déjà l'efficacité de ces différents dispositifs et leviers qui ont été mis en place depuis au moins 10 ans pour pouvoir accompagner la jeunesse togolaise. Alors, on sait que le gouvernement a mis en place beaucoup de mécanismes et de dispositifs. On l'a dit tout à l'heure en début de cette émission. Il s'agit notamment du FAEJ, du PAEJ, SP, AgriCEF, AGICEP. Est-ce que vous avez l'impression que ces jeunes bénéficient réellement de ces opportunités? Tous ces différents dispositifs et produits dont vous avez fait mention sont destinés à répondre et à satisfaire des besoins bien précis et identifiés par les jeunes. Donc, pour chacun des types de dispositifs, quand on prend le FAEJ, c'est un fonds, le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, c'est un fonds qui est mis en place par le gouvernement pour accompagner les jeunes
dans la réalisation de leurs projets. Donc, le fonds apporte un appui technique et quelque part financier, notamment dans l'accompagnement à la mobilisation des ressources pour financer leurs projets. Quand vous venez, par exemple, pour le cas du paillage, le paillage, lui, se fonde sur l'accompagnement des types d'entreprises qui peuvent tirer beaucoup plus de jeunes, notamment au niveau des chaînes de valeur. Donc, globalement, pour dire que pour chacun de ces dispositifs et produits que vous citez, c'est destiné à satisfaire un besoin bien précis. Donc, les jeunes peuvent facilement se retrouver si ils s'y intéressent. Justement, l'année dernière seulement, en août 2020 plus exactement, il y a le secrétaire général du gouvernement, Malik Natchaba, qui déclarait « Les gens connaissent mal ces dispositifs, si bien qu'on s'y intéresse peu. La jeunesse est invitée à saisir ces opportunités offertes par l'État. » Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes ont un accès plus facile à ces dispositifs? Alors là, vous soulevez une interrogation qui est préoccupante parce que nous avons aujourd'hui plus de facilité pour les jeunes qu'il y en avait il y a 10 ans, parce qu'aujourd'hui nous avons la facilité avec l'Internet, le matériel qui est beaucoup plus adapté, je veux parler des smartphones. Normalement, cela devait faciliter l'accès à cette information aux jeunes. Mais malheureusement, nous constatons que les jeunes ne vont pas trop à l'information, puisque nous l'avons expérimenté. Dans notre quotidien, nous avons eu à rencontrer certains jeunes qui viennent nous soulever leurs préoccupations par rapport à leur insertion. Les premières questions qui nous viennent, est-ce que vous connaissez par exemple le Fayège, est-ce que vous connaissez tel projet? Et la plupart du temps, les réponses sont assez mitigées. Vous voyez, le jeune dit, ouais, il semble que, il paraît que, donc vous n'avez pas clairement une réponse du jeune. Donc l'information ne voilà. circule pas. Non, on ne peut pas dire que l'information ne circule pas. Ces différents dispositifs ont mis en place des systèmes de communication. Pour preuve, il y a à peine, je crois que c'est au cours de cette année, le ministère du Développement à la base a pu mettre en place une plateforme qu'on appelle la plateforme Leleng. Et même c'est sur l'application Play Store. Tout jeune peut aller là-bas et télécharger cette application, qui est en fait une agrégation de tous ces dispositifs et leviers mis en place pour accompagner la jeunesse dans sa dynamique de recherche d'emploi ou bien d'insertion. Mais je parie que sur le plateau ici, on peut essayer de faire un petit sondage, demander combien de jeunes connaissent cette application ou cette plateforme appelée Leleng. On peut jouer à ce jeu et je parie que peut-être vous ne trouverez personne. Vous ne trouvez personne. Est-ce qu'on peut connaître quelques critères d'éligibilité de ces jeunes-là à ces différents produits ou bien à ces différents dispositifs? Globalement, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères, mais c'est par rapport à ce que vous voulez qu'on met des critères. Par exemple, pour quelqu'un qui veut bénéficier du produit Agricef, il faut satisfaire à un certain nombre de critères. Donc, pour le connaître, allez sur le site FNFI, vous avez le produit où il est déroulé tous les éléments qu'il faut pour pouvoir bénéficier de ce produit Agricef. C'est pareil également au niveau du Fayège pour être accompagné. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être accompagné? Et à présent, nous allons faire réagir le public. On vous le disait à l'entame de cette émission que nous sommes entourés des jeunes étudiants de l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts, ISICA. Alors, bonsoir, chers étudiants. Probablement que vous avez quelques questions à poser à notre invité. Qui veut prendre la parole? Oui, vous, mademoiselle, présentez-vous et posez directement votre question. Je m'appelle Eugénie et j'aimerais savoir, déjà, quand on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est automatique. Quand on parle d'emploi des jeunes, on parle également de l'entrepreneuriat. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de programme qui enseigne donc l'entrepreneuriat au niveau scolaire. J'aimerais savoir comment le gouvernement compte-t-il faire pour permettre donc aux jeunes de s'intéresser à la thématique depuis le bas âge. On ne peut pas inculquer à quelqu'un l'esprit d'entrepreneuriat. Moi, selon ma compréhension des choses, là, c'est ma personne qui parle. C'est vrai, cela fait au moins près d'une dizaine d'années qu'avec le Fayège, on a souhaité formaliser un peu, disons, une campagne d'intérêt des jeunes pour la question de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas inscrit dans le cursus éducatif des jeunes, mais c'est une solution qu'on peut explorer, mais pas en une matière peut-être à évaluer, mais trouver des créneaux qui permettent déjà d'intéresser les jeunes
à une possibilité de se créer leur propre emploi. Voilà, donc c'est un peu cette réponse que je peux apporter et ça peut se faire déjà dès le bas âge. Je vais juste me permettre de donner un simple exemple. Assez rapidement, puis on va prendre la deuxième question. D'accord, d'un jeune garçon qui a à peine 10 ans, qui dit, il regarde, il voit sa maman, et il constate que sa maman, il y a des ordures, il met dans tout. Et il dit que lui va inventer une poubelle électronique. Là, sa maman jettera les ordures et c'est la machine qui se chargera de pouvoir dire ça c'est du plastique, ça c'est une bouteille, ça c'est du papier, ça c'est... voilà, parce qu'il trouvait que tout un mélange de ces ordures n'était pas intéressant. Donc déjà pour un tel enfant, il faut pouvoir l'accompagner. C'est pour ça que par exemple le Fayège développe des incubateurs. Vous voyez, donc pour des jeunes qui ont de ces belles idées. Voilà, on va prendre la deuxième question venant donc de nos amis étudiants. Oui, deuxième question, présentez-vous et posez la question directement au Je m'appelle Junior. Beaucoup d'étudiants veulent entreprendre. Mais comment concilier les études et la gestion de leur propre structure? C'est possible de concilier les deux. Il n'y a pas de... Vous avez des chefs d'entreprise qui continuent des études. Il y a des chefs d'entreprise qui font des thèses de doctorat. Donc, il n'y a pas de difficulté à pouvoir concilier vos études. C'est une question d'organisation? C'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Et sachez également, pour qu'une entreprise puisse arriver à maturité, ce n'est pas en 1 mois, ce n'est pas en 2 mois. Une vraie entreprise, vous pouvez mettre 2, 3, 4, 5 ans. Pendant ce temps, vous pouvez vous consacrer à des études peut-être beaucoup plus précises qui vont vous permettre de rendre plus peut-être attrayant votre entreprise ou bien de l'intéresser à un dispositif financier, par exemple à une banque, par exemple. Donc, c'est facile de concilier la gestion d'une entreprise et des études. Merci beaucoup. Une troisième et dernière question. Qui veut bien prendre la parole? Oui. Présentez-vous. Bonsoir, je m'appelle Fine Fafa. Alors aujourd'hui, on sait que le gros défi de la jeunesse, c'est la création de l'emploi et donc l'entrepreneuriat. Mais quand on pense à cela, on passe également à la question de l'orientation, vers quel secteur se tourner. Alors j'aimerais savoir si le gouvernement prévoit de mettre un peu plus l'accent sur la question de l'orientation des jeunes et comment. Cette question revient à cette problématique de l'inadéquation emploi-formation. Le Togo n'est pas le seul pays qui est aujourd'hui confronté à cette problématique et tous les pays y travaillent. Vous allez constater depuis, je crois, depuis l'année passée ou depuis 2 ans, la mise en place des IFAD. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est des instituts de formation en alternance pour le développement. Juste pour dire qu'aujourd'hui, la priorité du gouvernement, c'est de pouvoir adapter les formations aux besoins du pays. Parce que pendant longtemps, il y a eu cette question où des jeunes sortent, mais leur formation n'est pas adaptée à ce dont a besoin réellement le pays. C'est vrai, c'est un peu plus compliqué lorsque le jeune sort et il a du mal à pouvoir reconvertir ce qu'il a pu apprendre au niveau de l'université. Et ça devait être une préoccupation. Donc le gouvernement, ou du moins l'État, offre un certain nombre de formations. Est-ce que pour autant dire que ces formations sont mauvaises ou pas? Mais on doit retenir que lorsqu'un étudiant ou un jeune sort de l'université, il sort avec tout un bagage intellectuel et il a la capacité de pouvoir s'adapter. Le diplôme et la compétence. Voilà. Donc le gros lot du problème, c'est beaucoup plus aux jeunes concernés de pouvoir travailler à pouvoir identifier ses compétences. Et l'autre côté que je peux ajouter dans sa démarche, c'est de pouvoir s'approprier ses compétences. Nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sortent. Je ne dis pas que les formations sont mauvaises, nous avons de bonnes formations, mais seulement c'est comment s'adapter, comment adapter ces formations au marché de l'emploi. Donc tout jeune qui sort doit pouvoir clairement identifier les compétences acquises lors de sa formation et de pouvoir rentrer dans une démarche qui lui permette de facilement bénéficier des opportunités qui sont créées. Merci beaucoup, M. Tchakbele, d'être passé sur le plateau de MAG 52. Parlant des jeunes, on reconnaît probablement les difficultés de la jeunesse, mais malgré ces difficultés, certains ont décidé de se lancer dans la vie active. Et c'est le cas justement, Gerson, C'est le cas justement de Chantal, qui est déléguée médicale de formation, mais qui aujourd'hui est patronne d'une entreprise de livraison de repas. C'est un reportage de Anita Atigakou et de Anne-Marie Angebida. De la passion à l'entreprise. Boulevard Jean-Paul II. Une boutique aux couleurs vives attire le regard.
À l'intérieur, des clients se font servir du aïmolu à la berebevi. Derrière cette scène de la vie quotidienne, une aventure et un défi. Tout a commencé en 2020 au quartier Kégué, banlieue nord-est de Lomé. Chantal, passionnée de cuisine, se laisse convaincre par des amis et sa famille. Elle décide de monter un petit commerce autour de ce repas typique des thèmes du Togo. Beaucoup de Togolais, le petit déjeuner, c'est aïmolu. C'est quand même un plat qu'il faut valoriser chez nous, mais que beaucoup négligent. Et donc, pourquoi ne pas commercialiser autrement le aïmolu ici? Le nom est tout trouvé, berebevi. C'est plutôt un jeu marketing parce que beaucoup appellent les dames au bord de la route béret, béret, béret. Et à chaque fois qu'on dit béret, ça fait, on pense tout de suite à aïmolu. Et donc, comme ma mère est Tim, elle est Kotokoli, je suis la fille de béret qui veut dire à l'origine maman. Donc, je me suis dit berebevi. Depuis, chaque week-end, c'est la même routine, le grand ravitaillement pour Chantal. Elle passe des heures au marché de Atikodi ou de Anukopé à faire le plein de condiments de la semaine. De retour à la maison, maman, tata, Chantal, toutes au fourneau. Les difficultés financières, aujourd'hui, tout le monde parle de cherté de la vie. Et donc, aujourd'hui, quand on va au marché, c'est à peine qu'on s'en sort. Nous avons aussi les charges fixes, des clients capricieux ou difficiles qui ne sont jamais satisfaits quoi que vous fassiez. D'une idée, d'une passion, est née aujourd'hui une entreprise, une organisation bien huilée. Avec mon époux, nous avons réfléchi et on s'est dit, ok, on va ouvrir un point de vente. Comme ça, même si je ne suis pas là quand je pars au boulot, eh bien, le point de vente va continuer par tourner. Et donc, en mai dernier, nous avons ouvert notre premier point de vente parce que nous ambitionnons ouvrir d'autres. Chantal, la cuisinière des plats entre amis, est devenue Chantal l'entrepreneur, la femme d'affaires. Georges le gérant coordonne les commandes. C'est les plats de 1500 et 1000 francs qui sont dans les baguettes noires. Et les commandes, nous les recevons des fois à la veille, ou soit dans la matinée. Quand nous arrivons, nous recensons les commandes. Nous voyons les heures et nous programmons chaque livreur. Deux plats de 1000 francs. Monsieur les clients, bonjour. C'est leur façon de faire qui nous intéresse. De toute façon, ils protègent leur nourriture avant qu'on vienne payer. Souvent, les jeudis, que je viens payer. Si berebevi se fait un nom, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux. Un allié de taille dans la promotion de ses produits. Les commandes viennent surtout par WhatsApp et aussi par appel téléphonique. Nous sommes aussi sur une application marchande qu'on appelle Gozem Food. Berebevi part à la conquête du cœur des Togolais. Déjà un an que Chantal s'est lancée. Elle continue de réfléchir à sa stratégie d'extension de la marque berebevi. Et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà, et c'est vrai que ça donne toujours envie, Carole. Oui, on en vient à notre deuxième plateau. Ouais, pour le deuxième plateau, nous avons 3 invités. Il s'agit de Madame Ayawa Alognon. Vous êtes entrepreneur et vous êtes dans le cosmétique et l'artisanat. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Monsieur Enrique Midabodji, vous êtes économiste. Bonsoir, Monsieur Midabodji. Bonsoir, madame. Monsieur Camille Kofigan Agbati,
Vous êtes anthropologue et énergéticien, c'est bien cela? C'est ça. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et merci de partager le plateau de Max Sécandé avec nous. La première question ce soir vient à vous, Madame Alognon. Vous êtes entrepreneur. Avec votre parcours, pensez-vous qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent faire comme vous, peuvent vous emboîter le pas? Alors, merci de m'avoir invité. Si aujourd'hui les jeunes peuvent m'emboîter le pas, je dirais oui et non, dans le sens où il y a, pour paraphraser, on ne se lève pas un matin pour devenir entrepreneur. Il faut peut-être partir d'une passion et essayer de voir si cette passion est la solution à un besoin. Et à partir de là, on se décide à devenir entrepreneur ou à suivre, à trouver un emploi dans le domaine de formation. Donc, on ne se lève pas un matin parce que l'autre est entrepreneur pour devenir entrepreneur. Alors, si vous êtes aujourd'hui dans cette émission sur le plateau de Max Sécandé, ça veut dire que votre parcours, il est édifiant. Est-ce que vous pouvez partager avec nous brièvement ce parcours? J'avais un problème de santé qui m'avait amené à arrêter de me défriser les cheveux. Et pour qu'est-ce que je dois faire, j'ai commencé par faire mes propres produits. Et les réseaux sociaux ont été vraiment salutaires pour moi, où j'ai créé une page où je partageais moi mes séances de soins, mes découvertes. Et étant communicatrice, j'écrivais aussi des articles. Et à partir de là, j'ai trouvé qu'il y avait une communauté, parce que c'était la période où il y avait l'avènement du NAPI, le Natural Happy, qui débutait aux États-Unis et dans la communauté noire en Europe. Et il y avait cette communauté qui était dans un besoin, qui ne trouvait pas des soins adéquats aux cheveux crépus et à la peau noire. Alors moi, je suis rentrée comme ça, il y avait une demande et moi, j'ai solutionné cette demande-là. Alors, docteur Midak Bodji, on sait que 25% des parts des marchés publics sont attribués aux jeunes et surtout aux femmes. Alors, est-ce que vous pensez réellement que ces jeunes bénéficient réellement de cette opportunité? Oui, effectivement, pour répondre à votre question, il va falloir qu'on plante d'abord le décor du marché du travail au Togo. Bon, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, depuis 2011 jusqu'à 2017, le taux de chômage au Togo a baissé. C'est-à-dire en 2011, on avait un taux de chômage de 6,5% et aujourd'hui, on se retrouve à 3,9% comme taux de chômage. Alors qu'en réalité, lorsque vous êtes dans l'intervalle de, disons, 3 à 4% comme taux de chômage, ça veut dire simplement dire que vous avez atteint le taux de plein emploi. Voilà. Donc, en réalité, il ne devait pas avoir un souci d'emploi pour les jeunes, de façon générale dans le pays. Mais les 3% ou bien les 4% que vous avez constituent le taux de chômage frictionnel ou bien naturel. Ça veut dire simplement dire que lorsque le jeune sort... Est-ce qu'on a bien entendu, Gerson, le qu'il taux ne de devait chômage pas y naturel. avoir un souci d'employabilité des jeunes ici au pays? Oui, je vais en venir. Autre. Ne vous inquiétez pas, je vais en venir. D'accord. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire simplement dire que nous avons un taux de chômage naturel en quelque sorte, en réalité, en se référant aux indicateurs du BIT. Voilà, donc le taux de chômage naturel, c'est en quelque sorte une manière, ou bien disons, lorsque le jeune sort des universités, il faut un temps donné pour avoir le premier emploi. C'est ça le taux de chômage naturel. Mais à côté de ce taux de chômage naturel, ou bien la baisse de ce taux de chômage que nous constatons ces dernières années au Togo, et contrairement, nous avons une augmentation du taux de sous-emploi qui a quitté, disons, en 2011. En 2011, justement, on avait un taux de sous-emploi de 22% et aujourd'hui, on se retrouve avec un taux de sous-emploi de 26,9%. Vous me demandez si les 25% de marché qu'on attribue actuellement aux jeunes, ça impacte quand même. Voilà justement. Ça profite vraiment aux jeunes. Voilà, ça profite évidemment. Donc, sur ce, c'est une mesure, que le président de la Révolution naissance Forest Zinam Nassibé a mise en place pour quand même inciter la jeunesse, puisque de par le passé, les jeunes sont en quelque sorte exclus
des marchés publics, puisque avant de postuler à ces marchés publics... La mesure est là, la question est de savoir est-ce que les jeunes profitent vraiment? Oui, les jeunes en profitent, puisque au jour d'aujourd'hui, un an après la mise en place de cette mesure, disons, cette mesure a été mise en place en 2018, un an, disons, en avril de 2019, on a constaté que 4000 jeunes ont souscrit à ce marché public et qui a été financé à hauteur de 12 milliards 679 millions de francs CFA. Donc ça voudrait simplement dire que cet argent-là a été injecté dans la jeunesse, en quelque sorte. Donc ils ont quand même profité. Question maintenant à M. Aguati, vous êtes anthropologue, vous avez un regard, disons, vous avez pris du recul par rapport à la société. Si vous aviez à définir l'état de la jeunesse togolaise aujourd'hui, en un mot, en une phrase, que diriez-vous? D'abord, c'est une jeunesse hétérogène. Parce qu'il y a la dimension biologique. Quand nous parlons de la jeunesse, la dimension psychologique, mais surtout une réalité sociale. Donc, dans la réalité sociale, qui est façonnée par le contexte historique, juridique, politique, religieux de notre pays ou des pays en général, on revient à la bipolarisation. Une jeunesse exclue, une jeunesse intégrée. C'est là où il y a la jeunesse exclue qui devient révoltante, violente, et la jeunesse intégrée qui est obéissante. Mais en réalité, tout ça, ce n'est qu'au niveau d'un inconscient collectif. Cette jeunesse qui est là doit savoir ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ce qu'elle peut apporter. Et quelle est la situation justement aujourd'hui par rapport à cette jeunesse togolaise? La situation là, c'est deux choses. Acteurs, victimes, innocent, coupable. Et cette situation, moi je parle du point de vue anthropologique. Dans l'anthropologique, c'est ce qu'est l'anthropos, l'homme d'abord. Maintenant, c'est sur ça que va œuvrer l'économiste, le politique, le juridique. Mais si on ne prend pas ce patrimoine, il faut savoir que la première matière première de toutes les matières premières, c'est les ressources humaines, c'est la substance grise. Donc si cette jeunesse n'est pas capable, n'a pas fait ressortir ses qualités intrinsèques, ses dons, ses talents, sur quoi travaillons-nous pour aboutir à un résultat? Très bien. Monsieur Aguati, tout à l'heure, lorsque vous parlez de la jeunesse exclue, nous voudrions bien savoir, cette exclusion, est-ce qu'elle est volontaire? Non. Voilà. C'est pourquoi j'avais dit inconscient collectif. Elle n'est pas volontaire, ça vient de la société même. Parce qu'au-delà de tout, la jeunesse devient une réalité sociale. Donc c'est dans un contexte historique où on passe d'un passage dans l'âge à un autre passage. Et en passant là, on se prépare des rôles professionnels. Donc si à la base, on n'est pas outillé pour aller vers ces rôles, du coup, il y a des riches, des nantis, des pauvres, des réussis, et tout ce qui serait autour. C'est là où ça devient un principe des consciences. Quand je parle d'inconscient collectif, ça dit on doit allumer une lumière sur ça pour d'abord repartir à la base. Et tous les outils qu'on donne à la jeunesse, vous allez voir que ça va. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la jeunesse togolaise fait partie de cette génération consciente, selon vous? Non, puisque même dans tous les pays, pas encore. Nous sommes dans un processus. Et comme il a dit, c'est ce processus que pousse tous les gouvernements. Bien, mais c'est parce qu'il y a un substrat sur lequel il faut travailler. Oui, on va continuer le débat tout à l'heure avec M. Aguati. Nous allons aller tout de suite sur le troisième reportage qui a été préparé dans le cadre de ce magazine MAG 52. Alors, nous allons faire immersion, bien plonger chez les jeunes à la croisée des chemins. Précarité, galère, la vie chez les parents, pas toujours facile. C'est un reportage présenté ou bien préparé par Nadège Nania et Edem Sousoupo. L'agriculture, un choix par défaut pour Innocent Tchamdia la quarantaine. Bienvenue à Vavatier dans le Zion. C'est ici que cet anthropologue de formation, doctorant à l'université, retrouve la terre par la force des choses. Après 4 concours passés sans succès, démotivé, sans emploi dans l'administration publique, ce fils d'agriculteur a fini par retourner à la terre. J'ai fait la maîtrise, on cherchait un emploi, on n'a pas gagné. Jusqu'à ce que c'est le volontariat qui vient me prendre. Et là, j'étais allé avec la maîtrise technicien régional, agriculture. Après les 5 ans, je suis démobilisé. Donc je faisais des va-et-vient entre Kara et Lomé pour faire mon master. Maintenant que j'ai terminé mon master et que je suis démobilisé dans le volontariat, je suis revenu à Lomé. Ce que je suis en train de faire, pousser les arbres. Son mini-agropole prend progressivement corps. Ici, on y trouve un peu de tout. Des champignons, des poulets, des légumes. C'est l'agroforesterie en quelque sorte.
Donc ça va régénérer tout l'espace végétal et je mettrai les ruches dedans. Une reconversion totale? Innocent ne pense pas abandonner pour autant les études. Toujours entre l'université et sa ferme qu'il rallie sur pratiquement 50 km à vol d'oiseau. Il n'est jamais déconnecté du monde, même en campagne. Père de famille, cet étudiant se bat comme un beau diable pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Sa difficulté majeure, le financement, le talon d'Achille de l'entrepreneuriat à ses yeux. Si tu n'as pas la chance d'avoir quelqu'un qui peut t'aider à avoir le financement, tu n'auras pas. Et donc, je n'ai pas à proprement un financement de quelqu'un ou bien d'un projet. Pour la jeunesse, les défis sont variés. Georgina, jeune couturière, nous reçoit dans son atelier. Avec ses apprentis âgés fashion, c'est par la prière que démarre la journée. Il y a 17 ans que Gina a abandonné son métier de rêve de devenir secrétaire pour se consacrer au stylisme. Aujourd'hui, elle vit seule avec sa fille après une union qui n'a pas duré. Si la séparation a été douloureuse, le temps a pansé les plaies et son regard sur le mariage des jeunes est sans équivoque. C'est quand tu cours derrière les hommes qui te fuient. Et quand tu cours derrière ton travail, les hommes affluent. En fait, tu auras l'embarras du choix, quoi. Gina a un point de vue traditionnel, mais pour elle, la jeune fille a son rôle à jouer dans la société. De nos jours, le mariage, c'est un peu de 50-50, c'est un peu 50-50. Normalement, si tout va bien, c'est un peu 50. Dans le cas contraire, si la femme n'est pas vraiment le moyen, bon, le monsieur peut s'occuper de tout. Maintenant, si la charge revient au monsieur, tout seul, maintenant pour s'engager, il faudrait qu'il fasse des calculs. Et c'est normal. Ne pas toujours tout attendre des parents, c'est le plus grand souhait des jeunes, de l'allier à cette ambition. Mais pour l'heure, elle vit toujours sous le toit parental. La cohabitation se passe plutôt bien. Il faut dire qu'elle gère l'entreprise de papa. La cohabitation à la maison, il n'y a pas grand-chose, puisqu'on est ensemble. Toujours, je suis avec papa depuis mon enfance. Donc actuellement, je suis avec lui, en attendant de vivre ailleurs. À la maison, on s'attend bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis. On est bien, on est ensemble. Jeune marié. Emploi, mariage, cohabitation, enfants, parents, les enjeux et les problèmes sont connus de tous les jeunes. Et chacun aujourd'hui tente de trouver sa propre solution. Alors, retour sur le plateau, question à vous, Madame Alogno. On a suivi donc ce reportage là tout à l'heure. Il y a des jeunes qui s'en sortent plutôt pas mal, mais pour d'autres, c'est la galère. Est-ce que vous avez connu ce côté galère? Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui sont dans la même situation aujourd'hui? Il faut savoir que j'étais autodidacte. La cosmétologie, j'y suis arrivée par mes propres formations sur les moques, dans les livres. Donc, j'étais plus focalisée à m'améliorer, à acquérir des compétences que de faire évoluer une entreprise en bonne et due forme, gagner de l'argent. Donc, arrivé à la 5e année, la galère a commencé dans le sens où j'avais des compétences et j'avais le devoir d'avoir une entreprise en bonne et due forme, de pouvoir la développer, aller à une autre étape, ce qui n'a pas été facile, étant sur des ressources personnelles. Et ça n'a pas été facile, mais j'ai juste su mettre au point des objectifs, prendre du recul. Elle s'est exprimée comment, votre galère? C'est difficile déjà de consommer le local et surtout les produits de beauté. La population préfère les produits importés et être devant une entreprise locale qui fait du tout chez soi. Vous aviez des difficultés à écouler vos stocks, vos produits, vos fabrications? Pas vraiment, dans le sens où je n'avais pas de problème avec la diaspora. Parce qu'au-delà du fait que je vendais à l'extérieur, moi, mon ambition était de pouvoir pénétrer le marché local. Monsieur Agbati, anthropologue, alors dites-nous aussi, vous aviez à définir des pesanteurs. Alors, ce qui bloque aujourd'hui la plupart des jeunes à se lancer dans la recherche d'une vie améliorée ou bien épanouie? Moi, je dis simplement, c'est l'intrapreneuriat. Parce que nous sommes dans l'entrepreneuriat, mais nous oublions l'intrapreneuriat. C'est-à-dire? L'intrapreneuriat, c'est la culture de l'efficacité d'abord. C'est-à-dire la culture des valeurs qui fondent cette orientation qui est boussole pour aller créer. Oui,
ça manque. Des valeurs intrinsèques? Intrinsèques. D'abord, les valeurs là sont là quelque part, enfouies, mais ce qui doit les faire surgir. C'est-à-dire, tout le monde, on parle toujours jusque dans les pays développés de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est vers l'autre, c'est l'entre. Mais l'intra, c'est quoi? J'ai quoi donner? Face à quel besoin? Mais si tu ne sais pas ce dont tu es capable d'abord, tu n'as pas une substance, un substrat sur lequel fonctionner, il n'y a pas d'existant. Donc, on part d'un néant, et quand on part d'un néant, on ne peut que créer le chaos autour. Ça peut expliquer le manque d'initiative? C'est ça, justement. Et comment pallier à ça, justement? C'est des deux côtés. C'est des deux côtés, en soi et hors de soi. En soi, par la reconnaissance de ses désirs intérieurs, mais une solution aussi d'accompagnement. Parce que nous savons que si la jeunesse pouvait, ou si la jeunesse savait plutôt, et si la vieillesse pouvait. Donc, quelque part, l'expérience que nous avons acquis comme supérieur doit pouvoir venir appuyer la jeunesse à sortir de ce magma, et la jeunesse doit évoluer. Réaction de monsieur, docteur Dawadji. Oui, par rapport à ça, je pense que ce qui bloque en réalité l'insertion des jeunes au marché du travail, dans un premier temps, nous avons, l'inadéquation entre les compétences des jeunes et puis les besoins du marché. Et ensuite, nous avons également le manque d'opportunités économiques dans nos pays, surtout en voie de développement, et puis l'évolution technologique que nous remarquons ces dernières années. Parce que il nous est difficile, dans nos universités ou bien dans nos centres de formation, de faire des formations, de donner des formations de pointe à nos jeunes pour faire face quand même à cette évolution rapide de la technologie. Donc il va falloir que nous trouvons quand même dans nos pays des solutions idoines à ces trois types de blocus à l'insertion des jeunes. Bien. Une autre question, ce sera donc la dernière question pour clore ce plateau. Échec de mariage, il en a été question également dans le reportage qu'on a suivi avec cette dame qui s'est retrouvée avec un enfant toute seule. C'est le cas donc de beaucoup de jeunes aujourd'hui, l'échec des mariages des jeunes, cohabitation pas toujours choisie avec les parents, sans compter les déviances sociales, vous en faisiez allusion tout à l'heure. Est-ce qu'on a affaire aujourd'hui à une crise de confiance généralisée chez les jeunes? Cette crise, elle est là, elle est palpable. C'est le premier mot, le premier mal de la société au niveau de la jeunesse. Crise de confiance, parce que justement, on n'a même pas confiance à soi pour que l'autre ait confiance en toi. Parce qu'on ne se définit même pas dans les principes de confiance. Quand on n'a pas de boussole, quand on est là, on est jeté là, alors on se crée d'autres valeurs. Et en créant d'autres valeurs, on se réinvente négativement. C'est une métamorphose qui n'est pas forcément positive. Et c'est là toutes les conséquences en suivent. Mais à la base, c'est cette marque de confiance, même jusque dans l'entreprise. C'est ça. Madame Alono, aujourd'hui, les jeunes manquent de confiance en eux-mêmes. Est-ce que vous êtes d'avis? Tout à fait d'accord. Parce que l'estime de soi, la connaissance de soi sont des piliers de tout un chacun, de tout être humain. Et quand arrive le moment où on est, surtout aujourd'hui, face aux réseaux sociaux, où il y a ce bling-bling-là, il y a cette histoire de paraître, et les gens ne se connaissent pas, ils vont directement, ils s'éparpillent en fait. La jeunesse aujourd'hui imite sans se connaître. Et là, on se perd. Oui, ça, c'est un danger réel, en fait. On est dans un processus de bombe à retardement, en fait. Dernière réaction, assez rapidement, de M. Pour ajouter à ce que mes collègues de plateau ont dit, je pense qu'il y a un problème de préparation quand même des jeunes au marché du travail. Parce que déjà, en formation, on doit amener le jeune à savoir ce qu'il attend lorsqu'il va finir la formation. Parce que vous parlez de préparation, vous voulez oui, faire allusion à la préparation déjà, psychologique? dès le bas âge, une culture entrepreneuriale. Déjà, lorsque l'étudiant, disons le jeune a le CPD, au CEG, on doit quand même l'inculquer les valeurs entrepreneuriales. Une éducation entrepreneuriale. Entrepreneuriale, justement. Le préparer au marché. Puisque aujourd'hui, quand on ne le veut pas, on a besoin de l'entrepreneuriat pour faire fonctionner notre économie.
Bien, merci à tous les trois. Merci d'avoir partagé vos avis avec nous sur ce plateau. Carole. Oui, nous allons vous proposer le dernier reportage de MAG 52. Vous savez très bien que 53% des jeunes sont aujourd'hui des femmes au Togo. Alors, parmi elles, il y a celles qui ont décidé de faire bouger les choses et la société. Il s'agit notamment de deux jeunes femmes que vous allez découvrir maintenant. L'une est styliste modéliste, handicapée mais très active, et l'autre est un web activiste. Alors, l'engagement féminin, ou bien, si vous le voulez, le leadership féminin, c'est un reportage signé Abilinia Sibé, Charles Nabaga et Karine Olalo. Et Karine Olalo. C'est tout de suite. Folibé a encore 35 ans. A su très tôt faire de son handicap une véritable force motrice pour sa vie. Résultat, elle est devenue une icône de la mode au Togo. Une réussite qu'elle doit tout d'abord à ses parents. À l'âge de 1 an et demi, je suis tombée malade, je suis devenue une personne handicapée. Mais cela n'a pas découragé mes parents. Comme tous parents veulent que leur enfant réussisse. C'est pour cela, à l'âge de 7 ans, ils m'ont mis à l'école. Et à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à apprendre la couture. À l'âge de 18 ans, j'ai ouvert mon atelier. Et c'est le début d'un parcours professionnel sans faute. Styliste, autodidacte, elle lance sa griffe crédanière Coupe Nouvelle en 2010. Le succès est au rendez-vous. Désormais au sommet de son art, elle décide de partager sa passion avec ses cadettes. Objectif, amener les jeunes filles, surtout celles en situation de handicap, à se prendre elles-mêmes en charge. Si les jeunes filles d'aujourd'hui, bien les personnes handicapées, eux aussi, ils veulent gagner leur vie, ou bien ils veulent que les gens les connaissent dans la société. C'est à eux-mêmes, ou bien à elles-mêmes de faire des efforts pour devenir quelqu'un dans l'avenir. C'est pour cela que je les exhorte à travailler. Travailler pour gagner dignement sa vie, cette approche séduit de nombreuses jeunes filles. Matom Tété, Lamegou Wensira par exemple. Elle a 20 ans. Elle est arrivée à l'Institut de mode Crédania depuis 1 an, après son bac et un bref passage à la Faculté des sciences économiques et de gestion FASEG à l'Université de Lomé. Wensira a un objectif, devenir une étoile de la mode. En faisant cette formation, je sortirai une grande styliste. Par mon travail et par tout ce que j'ai appris ici à Crédania, je ferai beaucoup et même plus que ma patronne pour qu'elle soit fière du travail qu'elle m'a donné. Cette fierté, Folibé à Koko la ressent déjà à travers 120 jeunes filles qu'elle a formées et qui sont désormais installées à leur propre compte. Yobu Kwasi Nayaba, 26 ans, est l'une d'elles. Après 4 ans à Crédania, la voilà devenue patronne. Elle a ouvert son propre atelier il y a 6 mois. En réalité, c'est le fait qu'elle est une personne handicapée qui m'a amené moi à aller chez elle pour apprendre le métier. Et du coup, j'ai été curieuse de savoir mais comment elle fait, comment elle travaille, comment elle se débrouille. Le fait qu'elle soit à ce niveau m'a donné plus de courage. Parce que moi, je me dis que si elle est handicapée et qu'elle a pu arriver là, pourquoi pas moi qui a les 2 pieds? Susciter des vocations, faire bouger les lignes, c'est aussi le projet de Faré Noufo, 36 ans, journaliste et écrivaine. Elle est aussi un modèle pour de nombreuses jeunes filles. Son combat, l'écoute et la dénonciation des cas d'injustice à l'égard des femmes. Son engagement, la lutte contre les violences sexistes et la promotion de la jeune fille. Son outil de travail, le smartphone. L'avènement des réseaux sociaux a donné une autre dimension à l'activisme. Il suffit que quelqu'un d'influent, je vais dire ça comme ça, ou quelqu'un qui impacte vraiment la communauté ou qui bénéficie d'une grande visibilité justement comme moi, se lève et dise « Ah, j'ai vu ça !»
Et ce n'est pas normal. Et tout le monde ensemble s'associe. Et ça fait bouger les lignes. Au Togo, on a obtenu des réactions, des améliorations à travers l'activisme. C'est le cas, par exemple, de la célèbre action en 2018 qui portait sur une jeune fille qui était agressée par quelqu'un. J'ai lancé la question, non, c'est de la violence et ce n'est pas acceptable. Et ça a abouti à l'arrestation de l'agresseur. Le combat de Farenoufo est également social. La vie d'Aruna Mokhtar Mounira, 21 ans, étudiante en 2e année d'anglais à l'université de Lomé, a pris un nouveau sens depuis qu'elle a croisé la route de celle qu'elle appelle désormais sa marraine. Elle s'est proposée de m'aider à continuer mes études parce que je viens d'une famille démunie. Donc elle m'a pris en charge pour continuer l'école de journalisme. Donc arrivée ici, elle m'a coachée, elle m'a formée. L'engagement au féminin au Togo a des noms. Folibea Koko, Farenoufo et bien d'autres jeunes femmes. Toutes sont déterminées à briser les tabous. L'enjeu, l'épanouissement de la jeune fille dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Pour les femmes togolaises, c'est encore le temps des pionnières en attendant d'être rejointes par toute la société. Voilà, nous allons nous retourner encore une fois vers notre public ce soir, un public composé de jeunes. Alors, vous venez de suivre ce reportage. Nous allons avoir l'avis de 2 jeunes filles, puisqu'il s'agit de 2 femmes. Qui veut bien prendre la parole? Est-ce que ces 2 femmes constituent des exemples pour vous? Oui, mademoiselle? Est-ce qu'elles vous inspirent? Je réponds au nom de Sylvie. Ce reportage m'inspire beaucoup. Je suis déterminée, je suis plus motivée parce que cette dame que je viens de voir, malgré son handicap, arrive à gagner nettement sa vie. Donc, je dois faire de même pour gagner également ma vie en tant que jeune fille. Merci. Une autre réaction? Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage? Moi, je réponds au nom de Samira. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette jeune femme, cette femme handicap. Elle m'a beaucoup marqué. Donc, en tant que jeune fille, je pense faire comme elle. J'ai une passion pour l'élevage. Mais comme je suis journaliste, quand je l'ai suivie, je pense aussi concilier l'élevage avec mon métier de journalisme pour gagner dignement ma vie. Merci. Merci à nos jeunes sœurs qui sont donc derrière nous. Si vous l'auriez remarqué également dans le décor, ils étaient là depuis le début de cette émission. C'est le moment de découvrir ce qu'ils font, nos jeunes artistes qui sont là à peindre parmi nous. On va donner donc la parole à leur leader. Mesmer, bonsoir. Alors, c'est quoi le message derrière ces graphistes qu'on regarde ces tableaux. Ces tableaux que nous sommes en train de découvrir. Ce que vous appréciez ici, en fait, c'est la représentation de l'identité africaine de façon générale, et particulièrement togolaise aujourd'hui. Nous retournons aux sources, nous tirons de nos racines. Par exemple, ici, vous appréciez un masque. Le masque en Afrique, en fait, qui est signe d'autorité, de sagesse, de puissance. Là, on a une scène qui met en avant des personnes qui sont ensemble, vivre ensemble. Aujourd'hui, il faut être unis pour pouvoir avancer. Il faut qu'on apprenne à se faire confiance, à partager. Et c'est sur cette base qu'on peut atteindre une émergence. C'est sur cette base qu'on peut s'imposer au sein de la communauté internationale. Donc voilà ce que nous faisons. Voilà, donc c'est des jeunes auteurs des fresques et murales qu'on découvre tout le long du mur de l'université de Lomé. Voilà. Merci, bravo. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine, MAG 52. Mais avant de prendre congé de nos chers téléspectateurs, Gerson, nous allons devoir remercier et dire au revoir à nos chers invités. Oui, tout à fait. Nous commençons d'abord par nos étudiants, nos amis étudiants de ISICA, Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts de l'Université de Lomé. Merci à vous. Merci à tous nos invités qui nous ont accompagnés depuis le début de ce magazine. Merci au village du Bénin et à son directeur. Merci à tous nos invités, à la réalisation et à toutes les équipes techniques qui nous ont donc accompagnés pour la réalisation donc, de cette émission MAG 52. Merci à vous, Carole. Merci, Gerson. C'est la fin donc de ce voyage au cœur de la jeunesse togolaise. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de MAG 52. Mais d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.